nous recevons Jessica Desclos. Alors Jessica Desclos a fait ses études à la Sorbonne. Elle a soutenu, il n'y a pas très longtemps, une thèse importante sur Barès, sur les voyages de Barès. C'est un énorme sujet, un travail qui repose sur un fonds de la Bibliothèque nationale immense, de notes, de carnets, de cahiers de Barès. Et elle en sort à peine. À présent, cette année, elle est à terre à l'École normale supérieure. Alors, elle voudrait que je profite de sa visite pour vous annoncer qu'elle organise une journée d'études qui aura lieu le 21 juin 2007 au Collège de France sur l'Orient à l'épreuve de la Grande Guerre autour d'une enquête au pays du Levant, le texte de Barès, récit de voyage au pays du Levant. Donc c'est le 21 juin 2017, dans quelques mois. Vous y êtes cordialement invités, bien entendu. Et elle va bien sûr nous parler de Barès. Je crois que Barès est un joueur important de ce sport littéraire, de cette guerre littéraire. Nous l'avons évoqué à plusieurs reprises. J'ai eu le malheur de dire dans le premier cours que je croyais qu'il ne s'était pas battu en duel, mais par la suite, j'ai évoqué, même je crois récemment, un duel entre Barès et un journaliste de l'Est républicain qui se trouve dans l'annuaire de Féréus, en 1889, là aussi dans le contexte du boulangisme. Donc Barès s'est bien battu en duel. Je crois qu'il ne s'est pas beaucoup battu, mais vous allez nous le dire. Mais je crois que Barès est aussi un bon témoignage de cette amitié qu'il peut y avoir entre adversaires. Je crois que c'est à ça que je pouvais penser en disant que Barès n'avait pas une mentalité d'ennemi. Notamment ce rapport que j'évoquais entre Armand Carrel et Chateaubriand, d'amitié entre le républicain et le fidèle à Henri V, on pourrait trouver le même rapport entre Barès et Jaurès, de respect mutuel, d'estime mutuelle, alors qu'ils sont vraiment dans des camps politiques tout à fait opposés. Votre titre, c'est donc le match professionnel selon Maurice Barrès. Vous avez la parole, Jessica. Je vous remercie de votre invitation. C'est toujours une grande émotion pour moi de parler ici devant autant de monde. En 1891, dans son enquête sur l'évolution littéraire réalisée au moment de la parution du troisième roman de Barrès, Le Jardin de Bérénice, Jules Huret dresse une présentation darwinienne du monde des lettres, monde régi par la compétition, par la lutte entre les écrivains pour leur survie. Je cite : « Si les déprimantes constatations l'emportent, c'est hélas que le métier littéraire n'échappe pas à la loi féroce de la concurrence vitale et que là, comme en toute carrière, les intérêts matériels priment et tyrannisent les appétences spirituelles. Force m'était donc de noter, sous les apparences hautaines d'une lutte pour l'art, les âpres et douloureuses et basses nécessités de la lutte pour la vie. » Après avoir interviewé 64 écrivains, Jules Huret établit deux typologies, l'une selon les mouvements et écoles, l'autre plus humoristique selon le tempérament des écrivains, Dans la seconde, que vous pouvez voir, il range Barrès parmi les écrivains ironiques et blagueurs, tandis qu'il réserve à d'autres écrivains la classe des sportifs intitulée boxeurs et savetiers. La catégorie des amateurs de sport de combat est de loin la plus fournie, avec 20 noms, tandis que celle à laquelle appartient Barrès est assez restreinte. Plus ironiste et blagueur que boxeur, à l'image de Renan, le jeune Barrès n'est pas placé du côté de la virulence polémiste et pamphlétaire d'Octave Mirbeau, directeur des Grimaces, et dont les articles furent recueillis en 2006 par Pierre Michel
et Jean-François Nivet sous le titre « Combat littéraire ». J'attire aussi votre attention sur des noms que l'on retrouvera, Paul Adam, Jean Moréas notamment. En outre, Huret désarme l'ironie de Barrès en la dénuant de l'acidité du venin que l'on trouverait, selon lui, chez Anatole France. Vous voyez qu'il est dans cette case acide et venin. Dans les années 1880-1890, âge d'or du darwinisme dans les lettres, Jules Huret n'est pas le seul à exclure le jeune Barrès du camp des Struggle for Lifers. 2 ans avant cette enquête, en 1889, dans la préface du Disciple, Paul Bourget fait la leçon à Barrès, son cadet de 10 ans, en distinguant 2 types de jeunes gens antagonistes que le lecteur ne doit pas prendre en modèle. D'un côté, les gothistes, renvoyant sans le nommer à Barrès, de l'autre, le Struggle for Lifer, selon le héros de Daudet. Plusieurs témoignages confortent cette idée d'un écrivain peu bagarreur. Le tableau peint en 1890 par Jacques-Émile Blanche donne l'image d'un jeune homme frêle, un œillet à la boutonnière, comme si la littérature, c'était des petites fleurs. Mais vous savez depuis le chiffonnier que ce n'est pas le cas. Dans son livre de portraits souvenirs, Mes modèles, publié 5 ans après la mort de Barrès en 1928, le peintre conforte cette vision dans des passages cités lors de la première séance du cours. Barrès ignorait les mesquineries de la brigue, la haineuse compétition. De même, dans le portrait Maurice Barrès devant Tolède, Zuloaga conforte l'idée que l'inspiration est du côté de la contemplation. Néanmoins, il existe d'autres portraits de Barrès qui font émerger un visage plus complexe, une figure d'écrivain où la plume trouve son prolongement dans le fleuret, l'épée, voire le pistolet. Il ne s'agit pas seulement de caricatures datant du temps de la Grande Guerre pour se moquer du patriotisme de Barrès, qui mit entre parenthèses son œuvre littéraire pour devenir chroniqueur à l'Écho de Paris. Et je vous ai mis un exemple de ces caricatures. En 1931, dans une étude consacrée aux écrivains de combat, parue dans la collection Le XIXe siècle, André Billy déclare que Barrès fut pleinement un écrivain de combat et l'inscrit dans une liste allant de Courrier à Péguy. Et vous voyez que Barrès arrive après Péguy, comme un peu dans notre séminaire, en passant par Barbé, Blois, Mirbeau. Pour André Billy, le terme combat est synonyme de polémique au sein de la vie politique, comme on le voit dans sa sélection des auteurs qui inclut Jaurès et Clémenceau, mais aussi sa sélection des œuvres barrésiennes. Je cite juste le début de la citation. « Puisque seul l'écrivain d'action, l'écrivain politique nous intéresse ici, chez Barrès, nous ne mentionnerons plus à partir de cette date que ses principales œuvres de combat, c'est-à-dire le roman de l'énergie nationale, particulièrement leur figure, qui est une peinture admirable du scandale de Panama, La Terre et les morts. Il y a une erreur, c'est 1899, les amitiés françaises, ce que j'ai vu à Rennes, ce que j'ai vu au temps de Panama, etc. » En mettant bout à bout les discours de Huret et Billy, on pourrait consolider la thèse du double Barrès qui a longtemps prévalu dans la présentation du parcours de l'écrivain. Barrès serait celui qui passe de la littérature méditative, roman égotiste et recueil de voyages, à une littérature active, roman et brochure politique, où l'écrivain combattrait pour des idées. Ça donnerait une plume polémique. Mais il me semble que cette mise bout à bout de discours est quelque peu erronée et trompeuse, dans la mesure où Jules Huret et André Billy saisissent 2 appréhensions différentes de l'écrivain de combat et ne se placent pas dans la même sphère. Huret considère la vie politique et son fonctionnement darwinien, avec un certain humour, Billy la prose d'idées politiques. Pour savoir si la littérature pour Barrès est un sport de combat, il faudrait traiter des 2 perspectives, mais en 1 heure de parole, évidemment, ce n'est pas possible. J'ai donc pris le parti de restreindre considérablement le sujet au premier sens de Huret, celui de match professionnel entre écrivains, car c'est le moins attendu dans le cas de Barrès, où l'on songe plus facilement à l'œuvre du polémiste et satiriste politique.
J'aborderai la question en 2 temps. Tout d'abord, jouer de la plume comme d'une épée, Barès et les duels. Dans ce premier temps, j'analyserai le rapport de cause à conséquence entre la plume et l'épée, les moments où l'écrit conduit au combat physique. Puis, dans un deuxième temps, polémique littéraire et création dans la jeunesse des œuvres. En adoptant une approche plus génétique, je déplacerai la notion de combat au sein de l'atelier de l'écrivain. Donc, tout d'abord, jouer de la plume comme d'une épée, Barès et les duels. Dans une lettre datant du temps où il est interne à la Malgrange, le jeune lycéen d'une quinzaine d'années fait son autoportrait à sa mère. Barès, alors il parle de lui à 3e personne. Barès, gentilhomme, suffisamment égoïste, moyennement fort, amateur de tout ce qui amuse, zélé danseur, tire à la carabine, patine déjà d'une manière extraordinaire, aime le skating et les promenades à cheval. L'escrime et les bains font aussi son bonheur. Se méfier de ses colères, mais ne pas s'en effrayer, aime beaucoup la contradiction, du reste bon garçon, déteste cordialement la Malgrange et toutes ses dépendances. Vous voyez, ce n'est pas flatteur. Dans cet autoportrait de soi en sportif, Barès met en valeur 2 traits de caractère, le goût du jeu, l'amusement avec la danse, le patin à glace, et le tempérament polémique, la colère, la contradiction avec le tir à la carabine, l'escrime. Certes, il s'agit d'un autoportrait d'un adolescent à sa mère où l'autodérision règne, mais ces traits de caractère reviennent 10 ans plus tard, en 1888, sous la plume de Stanislas de Guaita. C'est un gaillard de bec et d'ongles, disait-on volontiers, nous devons confesser que sur ce seul point, peut-être, il n'a pas changé. Grincheux avec humour, jouant de la plume ainsi que d'une épée, tel était Maurice Barès il y a 7 ans, lorsqu'Albert Alaunay, c'est le directeur de la Jeune France, frappé des qualités de son esprit, non moins que de la verdeur de son langage, se prit d'enthousiasme pour l'un et pour l'autre. Stanislas de Guaita est un poète et un des amis de Nancy les plus proches de Barès. Dans la correspondance de Barès, on trouve des envois de poèmes où leur amitié fraternelle est célébrée. Chaque ami est le miroir de l'autre. Je vous ai mis un bel exemple de cette amitié, peut-être pour commencer par un regard plus optimiste, avec ce poème « Fratrie », cher Maurice, mon être à ton être ressemble, etc. Loin de filer simplement un topos littéraire, les jeunes gens croient en l'existence de communautés de poètes amis, et Barès restera fidèle à cette idée tout au long de sa vie, notamment en 1897, dans Le beau tombeau de Stanislas qu'il écrira. Néanmoins, l'élection d'amis poètes prend toute sa valeur si elle se détache d'un monde où les rapports sont plus bagarreurs. Selon Stanislas, le jeune Barès n'est pas le dernier à entrer dans la bataille. Il relie la plume de Barès à l'épée, jouant de la plume ainsi que d'une épée, et insiste sur le goût de son ami pour l'escrime. Alors j'ai mené mon enquête, Barès pratique en effet l'escrime de façon régulière, et il a pour maître d'armes Joseph Rouy à Paris. Si Stanislas de Guaita établit un lien métaphorique entre la plume et l'épée, existe-t-il un lien de cause à conséquence? La plume conduit-elle l'écrivain à se battre? La réponse n'est pas facile. J'ai essayé de mener l'enquête dans le fonds Barès de la BNF avec les conservateurs Madame Marie-Odile Germain et Monsieur Jérôme Villeminose, que je remercie infiniment pour leur aide. À la BNF, pour indice, je n'ai retrouvé ni tache de sang, ni main coupée ou épée, mais des cartels, je vous en ai mis un exemple, des lettres d'envoi de témoins, des procès-verbaux. Donc vous voyez, je vous ai mis un cartel de Maxime de Vaumécourt, qui est assez amusant. Nancy, toujours, 6 heures chez Boudot, vous si brave, venez me terroriser. Ou bien, je vous ai mis une lettre que écrit Stanislas de Guaita à Barès pour le duel littéraire de Barès contre Cazes, dont je vous parlerai peut-être, qui a eu lieu en 1885. Tout le problème est de trouver des confrères en lettres pendant le mois d'été
où tout le monde est parti, a déserté Paris. Je vous ai mis aussi le PV du duel entre Moréas et Darzen. Vous voyez la signature en bas de Barrès qui a été témoin, donc duel littéraire, ou bien une lettre, cette fois de Jules Bois, pour son duel contre Stanislas de Guaita. C'est toujours les mêmes noms qui reviennent, hein, c'est toujours les mêmes amis, parce qu'il a accusé Stanislas de Guaita d'avoir tué un prêtre. Je ne vous parlerai pas de cette histoire occulte. Dans l'état actuel de mes recherches, Barrès a été mêlé à une douzaine de duels qui se concentrent pour l'essentiel de 1883 à 1899. Dans cette douzaine d'affaires, et c'est le terme qu'on retrouve tout le temps, Alexandre le commentait, mais c'est celui qui apparaît toujours dans les lettres, la place accordée à la littérature est mineure. 4 affaires ont pour point de départ le compte-rendu d'un livre ou un article sur un écrivain, mais aucune d'entre elles ne s'achève en combat. Le duel avorte, l'attention reste à l'état de menace, d'envoi de témoins ou trouve une réparation. Pourtant, Barrès a été témoin de duels littéraires violents, comme celui de 1888 entre Jean Moréas et le poète Darzen. Et Barrès aime découper les articles où son nom apparaît. Et vous voyez que dans cet article, on commence par nous dire qu'on vienne désormais nous parler de la douceur des poètes. Ces poètes fussent-ils symbolos décadents, comme M. Papadiamantipoulos, dit Jean Moréas, on les croit caressants et passifs, ainsi que des moutons, et je les vois, depuis 3 jours durant, donner de la tête, ainsi que de vulgaires béliers. Concernant Barrès, le scénario est différent pour le cas où la querelle concerne une question politique. 4 disputes politiques sur 5 aboutissent à un duel. Pour la 5e, le duel avorte sur le terrain. Au moment de croiser le fer, l'offenseur de Barrès, le Dreyfusard Francis de Pressensé, n'est pas en état de tenir son arme à cause de sa goutte. Les articles publiés durant les campagnes électorales et l'affaire Dreyfus favorisent les altercations verbales qui se terminent en bataille. Point remarquable, le duel n'est pas d'un des volumes du roman de l'énergie nationale ou d'une brochure politique, mais après la publication du journal ou après le discours oral. Aux causes littéraires et politiques des duels s'ajoutent les affaires de mœurs que je passe ici sous silence. Si on retient comme critère la réalisation du duel, on observe donc une différence forte entre l'écrivain échappant au combat physique et l'homme politique pris dans celui-ci. Néanmoins, si on remonte au temps de la menace et aux sources, on peut nuancer l'écart en se demandant si pour Barrès, le risque du duel n'est pas avant tout lié à un lieu de parole, le journal et la tribune, tandis que le livre y échapperait. Pour creuser cette idée, je reviendrai sur les affaires littéraires qui faillirent se terminer en duel et j'interrogerai les raisons du lien privilégié entre le journal et le duel. Dans son portrait de Barrès, Stanislas de Guaita présente le fait de manier la plume comme l'épée comme un moyen qui permet au jeune homme de 20 ans de se faire remarquer auprès du directeur de la Jeune France. Albert Alaunay, en effet, fournit à Barrès son premier contrat parisien de journaliste en 1882. Dans la correspondance de Barrès, il y a un lien très fort entre éreintage, duel et renommée. 3 des 4 risques de duel que je repérerai se concentrent en effet au début de la carrière parisienne de Barrès, de 1884 à 1888, au moment où le jeune homme a besoin de se faire connaître. J'évoquerai le cas emblématique de l'article des taches d'encre et survolerai les autres. Donc à l'âge de 22 ans, au moment où il s'installe à Paris, le jeune homme fonde une petite revue. Cette revue est un acte de toupet, heureux ou non, cela va me faire sortir de l'ornière et du commun des jeunes, écrit-il à son ami de Nancy, Léon Sorgue, en juillet 1884, 4 mois avant le premier numéro. L'enjeu est bien de se faire connaître. À cette fin,
Barrès médite particulièrement sur la place à accorder à l'éreintage. En août, il choisit d'ouvrir la revue par un article polémique. Excusez-moi. C'est par moi seule que sera rédigée ma brochure mensuelle. Dans chaque numéro, un article de polémique plus ou moins violent, une nouvelle, un morceau de critique, une gazette du mois. Les nouvelles faisant un volume en mai. Dans la présentation du premier numéro, Barrès maintient cette place liminaire à l'article polémique en ajoutant simplement un préambule et désigne l'article sous le terme d'éreintage. Il y aura dans le premier numéro, préambule, 2 à 3 pages aimables et un peu perverses, un mauvais français, M. Victor Tissot, éreintage du faux patriotisme, du pays des milliards, la sensation en littérature, autour du bonheur, moralité, etc. Ce faisant, Barrès reste assez fidèle à la composition du journal contemporain. La chronique idéologique, à dimension souvent polémique, la critique littéraire, le feuilleton, les brèves. Dans le numéro de lancement, il finit par intervertir l'ordre. Vous voyez, quoi, non, c'est trop flou, je m'en excuse. Donc, vous voyez sur la couverture, normalement, l'ordre qui a été interverti, puisque l'article d'éreintage occupe maintenant la 3e place, tandis que la série La sensation en littérature devient le morceau de choix. Ce qui permet à Barrès de placer sa gazette plutôt dans le champ des revues de critique littéraire que dans celui des revues polémiques cherchant le scandale. Malgré cette 3e position, dans le premier numéro, l'article d'éreintage ne passe pas inaperçu. En le découvrant, Stanislas de Gaëta écrit à Barrès pour le mettre en garde du retour de bâton qui peut découdre d'une telle polémique. Je ne te reprocherai pas ta colérique sortie contre Victor Tissot et le parallèle peu flatteur que tu établis entre lui et son homonyme, ni ta belle indignation, ô sceptique à fouetter en place publique par ton ardeur de je m'en foutiste. Tu entres décidément dans la lutte, c'est affaire à toi. Je te dis seulement, gare les coups d'épée et les coups de canne. Un conseil, porte toujours un petit revolver sur toi. Il est des gens si mal appris qu'ils n'hésiteraient pas à t'aller bâtonner en plein café. Dans le portrait de Barrès que Stanislas brosse en 1888, il revient sur les taches d'encre en extrayant cet écrit. Il dit en effet plusieurs articles de cette revue, sans collaborateur, eurent un retentissement considérable. Nous citerons de préférence la ferme et mordante satire contre M. Tissot, d'une langue si pure et si neuve et d'une si large philosophie. Donc polémique, éreintage, satire, les 3 termes utilisés tour à tour pour désigner l'article marquent un certain flou entre ces mots qui semblent interchangeables. Dans son article, Barrès fait le compte-rendu des ouvrages de Victor Tissot qui connaissent un certain succès, notamment Le voyage au pays des milliards, récit de voyage en Allemagne, mais qui est déjà ancien puisqu'il a paru en 1875. Point remarquable, l'éreintage ne vise pas une idée esthétique, une poétique littéraire, mais une idée politique, le faux patriotisme. Le jeune Barrès condamne en effet le patriotisme fondé sur un antigermanisme étroit. Si le duel n'a pas lieu avec Tissot, une dizaine d'années plus tard, le romancier des Déracinés a peut-être puisé dans le souvenir de l'expérience intense des taches d'encre, de quoi alimenter le chapitre 13 intitulé « Le premier numéro ». Le 24 juin 1884, dès le matin, tous se réunissent pour arrêter la composition du premier numéro qui va paraître le lendemain. Quand Racado entend ses rédacteurs dans l'escalier, il se sent ému comme un jeune homme que ses témoins viennent chercher pour son premier duel. Donc il y a vraiment un lien entre premier numéro et le duel qui sert à lancer le journal. Durant l'expérience des taches d'encre, Barrès est tendu entre la tentation de l'éreintage et l'ambition plus littéraire de faire de la critique à la manière de Bourget et d'écrire des nouvelles. Dans le second numéro, l'article de tête se fait moins violent. Une légère raillerie satirique porte cette fois sur Alphonse Lemaire. Et dans le 3e numéro,
En janvier 1885, Barrès se confie à Léon Sorgue sur les avantages et inconvénients de la veine polémique. Il ne tient qu'à moi de faire un tapage énorme pour mon 4e numéro, mais je crois que je vais renoncer aux bruyantes polémiques, au scandale. Pour un avantage immédiat, je gâte l'avenir. Ma carrière est dans le livre, non dans le militant, et il en reste toujours quelques éclaboussures. La polémique est ainsi présentée comme une arme servant à se faire connaître rapidement, mais qui risque de nuire à l'écrivain sur le long terme. Au journalisme militant, combattant, le jeune Barrès oppose l'idéal du livre. Et dans le 4e numéro, qui est toujours aussi flou, vous voyez que l'article d'éreintage disparaît et le numéro est réduit à une nouvelle, héroïsme superflu pour l'essentiel. Si Barrès dit qu'il a appelé la Gazette les taches d'encre parce qu'il n'a jamais su écrire sans renverser d'encrier, le terme éclaboussure donne un second sens au terme de tâche, et Stanislas l'interprétait ainsi en racontant la réaction de son beau-frère. « Mon beau-frère est fort satisfait de ta première tache d'encre au nez de Tissot. » Donc les taches d'encre est l'histoire finalement de cette tension entre la tâche du polémiste et l'encre de l'écrivain. Dans le second cas de risque de duel, qui concerne un article de la Vie moderne d'août 1885, où Barrès attaque le roman de Robert Caz, La semaine d'Ursule, je vous lirai simplement des bouts d'une lettre de Stanislas de Gaïta à Barrès. Donc, premier extrait, je les ai mis en gras. Barrès désire envoyer à Barrès des témoins à cause d'un article injurieux de la Vie moderne consécutif à un incident personnel entre Barrès et lui. On comprend ainsi que la critique du roman de Caz cache en fait une raison beaucoup plus personnelle et différente. De second extrait, oui, je sais bien, Barrès cherche à tout prix un duel parce que tout ayant échoué pour lui, il ne lui reste plus que ce moyen de faire parler de lui. Donc de nouveau, l'enjeu est moins littéraire que celui que publicitaire. Ce qui ressort de cette première enquête est que Barrès se bat peu en duel pour une raison strictement littéraire, pour une idée esthétique. Barrès n'est d'ailleurs pas un écrivain qui est du côté du manifeste esthétique. Il n'a presque pas écrit de préface, ce qui est assez étonnant pour ses propres ouvrages. Le duel est instrumenté à des fins publicitaires au début de sa carrière et la littérature sert parfois à masquer des affaires plus personnelles. Alors qu'en 1888, le jeune homme de 20 ans recherche le duel avec le fils de Renan, duel qui échoue, en 1902, l'écrivain de 40 ans offre un article de réparation au petit gendre de Sand. Alors pourquoi le livre n'entraîne-t-il pas le duel ? Plusieurs scénarios empêchent le combat. Tout d'abord, la censure. En 1894, la pièce de théâtre satirique sur le scandale de Panama, Une journée parlementaire, comédie de mœurs en 3 actes, est interdite par la censure. Deuxième raison, le procès. Alors, j'ai épluché pas mal la correspondance avec les avocats et pour l'instant, je n'ai trouvé qu'un seul cas de procès intenté à Barrès pour les déraciner. Autre roman de presse où Barrès dialogue d'ailleurs avec l'illusion perdue. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un journaliste, Portalis, celui qui descend du Portalis dont on a déjà parlé, qui attaque le romancier pour diffamation. Le combat revient de nouveau par la porte du journal. Mais il y a peut-être également une raison esthétique à cette différence entre le journal et le livre. Si dans le roman de l'Énergie nationale, la polémique est explicite, devenant même violente satire des contemporains, Barrès recourt la plupart du temps à un effacement de la polémique au cours de la rédaction de son livre. Et c'est ce deuxième point dont je vais traiter maintenant. Polémique et création dans la genèse des œuvres.
Dans le deuxième temps de mon intervention, je m'intéresserai au lien entre la polémique littéraire et la création. J'aborderai la polémique dans une perspective génétique. Je rappelle, en littérature, la génétique, c'est l'étude de la genèse d'une œuvre. Je m'intéresserai à la place et à l'évolution de la polémique littéraire au sein de la genèse d'une œuvre. Et pour cela, j'ai retenu 3 textes. Je n'aurai peut-être pas le temps de faire les 3. Un homme libre, La mort de Venise et Le voyage en Égypte, soit un roman de 1889, un écrit de voyage de 1902 et une œuvre inachevée de 1907-1908. Si le voyage domine, la raison première est que par ma thèse, ce sont les textes dont je connais mieux l'histoire. Mais une autre raison réside dans ce choix, ce sont les œuvres les plus susceptibles d'interroger un décalage entre la scénographie octoriale, selon laquelle Barrès prend ses distances avec la représentation de l'écrivain en lutteur, et l'énergie polémique qui anime souterrainement la création. Donc un homme libre, un écrivain donnant des coups de batte avec un point d'interrogation. Donc je m'excuse par avance, les images vont être de mauvaise qualité parce qu'elles sont prises à partir de microfilms dans la loge de la BNF qui est assez sombre. La genèse d'un homme libre donne à interroger le rapport entre un lieu de publication et un avant-texte romanesque. Je m'intéresserai à un cas où le romancier mûrit un chapitre de son livre au sein de la presse d'éreintage. En 1888, Barrès publie en effet dans la Batte, gazette satirique, des articles sur Venise qui constituent des avant-textes du chapitre 10 du roman auquel il travaille. Quel rapport établir entre ce contexte de violente polémique et le roman? Je commencerai par présenter rapidement la petite revue La Batte, qui n'est guère connue, avant d'aborder les textes de Barrès. Donc, créée le 25 mars 1888 par Alexandre Tisserand, La Batte est une gazette satirique, selon le sous-titre inscrit sur la couverture. Sa vie fut éphémère, bimensuelle. Elle s'arrête au bout de 16 numéros en novembre 1888. Tisserand, et c'est intéressant, deviendra ensuite le rédacteur de La Bataille. Donc il passe de La Batte à La Bataille. Comme son nom l'indique, la gazette a pour ligne directrice de donner des coups de batte. Vous voyez, la couverture ne laisse aucune ambiguïté. Un arlequin fait tournoyer sa batte, tandis qu'au premier plan, une jeune fille rit, les poings sur les hanches, et à l'arrière-plan, un homme est en position de recevoir les coups. Dans l'article teigneux, Arlequin explique mieux sa pratique. Le joyeux Dry, accoutumé à animer toute pantomime par l'éclat de son costume bariolé, par la verve de ses entrechats et la rapidité de ses évolutions, Arlequin cherche avant tout à donner quelques nasardes aux Gérontes et aux Cassandres et se soucie fort peu de quémander un coup de chapeau ou de quêter une poignée de main. Même s'il est des amitiés qu'il évite volontiers d'une pirouette et des étreintes qui lui répugnent, que si par hasard il s'avisait de souhaiter un salut à quelqu'un, Arlequin a sa batte et ne se ferait pas scrupule de s'en servir pour décoiffer le personnage. Mais il n'a cure de cette monnaie de singe, et plutôt que de se fâcher, il préfère rire, un brin de la suffisance de certaines gens dont l'échine autrefois si ployante a fini par perdre toute souplesse sous les camouflets de l'opinion publique. L'univers de la Gazette est celui de la Commedia dell'arte. Les contributeurs signent sous les pseudonymes Arlequin, Scaramouche, Pierrot. On retrouve l'imaginaire italien de la presse satirique que M. Compagnon a étudié avec les figures du Bravo et du Condottiere. Dans une lettre à Barrès, le directeur Alexandre Tisserand dit s'inspirer du modèle des taches d'encre et pour cette raison sollicite l'écrivain. Je cite, « J'ai bien envie de faire paraître un de ces jours peut-être, dans le courant de ce mois, une publication dans le genre des taches d'encre. » Je passe un morceau. « Quand on saura cela sur le boulevard, quand il aura paru 2 ou 3 articles à flonflon, mouchant des gens, qui sont plus respectés qu'ils sont plus morveux, on aura peut-être de Tortoni à l'américain, sinon quelques respects, du moins quelques craintes pour la rédaction.
et au fond, ne votons surtout pas par la crainte qu'on inspire aux gens. La lettre est un autre témoignage de l'aura que connaissent les articles polémiques des taches d'encre et du rôle attribué à l'éreintage, un respect par la crainte. Le premier numéro a valeur de manifeste et on voit qu'il met en avant deux figures, Mirbeau et Barrès, qu'il s'intéresse à une nouvelle école d'escrime, donc à un sport de combat, et le ton violent est marqué par cette rubrique qui revient dans tous les numéros, coup de batte. Donc que vient faire Barrès et que viennent faire les chapitres vénitiens dans cette revue? À partir du 8e numéro, en effet, Barrès participe à la Gazette. Et ses contributions, il faut bien le dire, rompent avec la ligne directrice de la BAT. Tout d'abord, Barrès, depuis février 88, est engagé auprès de Boulanger, du général Boulanger, alors que la revue est violemment anti-boulangiste, comme vous pouvez le voir sur l'écran. D'autre part, Barrès choisit d'écrire un journal de sa vie extérieure, forme souple dont il souligne d'emblée le ton plus apaisé par rapport à celui qu'adopte la revue. Je cite « Si vos amis y prennent du plaisir, je vous raconterai sans effort ce qui m'effleure au jour le jour. Ce journal, plus ou moins curieux, sera varié et je m'efforcerai de ne pas trop faire paraître le dégoût dont m'emplissent tous les gestes et propos de la vie extérieure. » Le journaliste joue tout d'abord avec les attentes du public. Donc vous ne voyez pas beaucoup, mais en fait, il consacre ses premières chroniques à la vie de café, où il évoque le duel de Moréas, dont il a été témoin. Il se représente avec son maître d'armes et du jardin au café. Il rapporte un dialogue sur une démolition de Hugo, c'est-à-dire une campagne d'éreintage de Hugo, et se livre à une longue réflexion sur le duel. C'est dans ce contexte que Barrès insère ses notes sur Venise dans 2 numéros d'août 1888. Au sein de la BAT, ces notes vénitiennes constituent une pause méditative, un retrait par rapport aux articles de combat de ses camarades et une rupture par rapport à ses premiers articles. Cette rupture est notamment marquée par le changement temporel. On passe au passé simple, on passe du côté du récit plutôt que du discours. Ce qui est intéressant, c'est que dans le dossier de Genèse, on a déjà des premières versions du chapitre vénitien prévu pour le roman. Donc Barrès l'étoffe en retournant à son carnet de voyage, mais il ne se soumet pas à la ligne directrice du journal. Et peut-être pris de remords, il fait suivre ces 2 articles sur Venise par un 3e article, par un nouvel article, où cette fois il va faire la satire de Taine en voyage. Et c'est peut-être là qu'on trouve le texte qu'il mentionnera plus tard comme un projet. Et en effet, il se moque du caractère livresque de Taine dans tout un article. Il indique ainsi qu'il y a une polémique souterraine dans ces écrits vénitiens, polémique qui se joue avec un contemporain qui est Taine, qui a écrit un récit de voyage. C'est durant également l'été 1888 que Barrès a trouvé le titre de son roman « Un homme libre ». Ce titre pourrait résumer l'indépendance d'esprit de Barrès à la Gazette satirique de Tisserand. En effet, l'aventure à la batte est intéressante. Elle montre comment le jeune Barrès peut inspirer la naissance d'une presse satirique, comment il peut intégrer son équipe, tout en déjouant la ligne et la forme de combat pour mûrir indépendamment les chapitres du second roman auquel il travaille, soumettant donc la revue à son roman plutôt que soumettant sa plume à la revue. Dans ce premier exemple, le romancier reste donc fidèle au souhait qu'il exprimait au temps des taches d'encre, dépasser la violente polémique. Pour faire œuvre, le jeune romancier doit rendre souterraine la polémique avec un contemporain. Néanmoins, ce titre, « Un homme libre », d'où vient-il? Que signifie-t-il? Il me semble que Barrès continue implicitement un dialogue avec Taine, et en effet, dans le voyage de Taine, en Italie, on trouve cette phrase «
Je suis un homme libre, dit-il souvent. Cela signifie qu'il fait ce qui lui plaît et donne pâture à tous ses sens. À cette époque, les nerfs sont encore rudes et les muscles forts. C'est à la fin du XVIIe siècle que les mœurs tourneront à la fadeur ou à la mièvrerie. Qui c'est ce « il » ? C'est l'arétin. Du coup, par un jeu de dialogue allusif avec Taine, Barrès fait surgir le masque implicite de l'arétin, auteur connu pour sa plume licencieuse, mais aussi pour ses satires et sa plume polémiste. Donc, par un jeu de masque très implicite, il retrouve un imaginaire proche de celui de Labatte qui mêle italianisme, satire et satire. Donc on voit que Barrès est très ambigu sur sa contribution à Labatte et ses chapitres italiens le sont également dans le roman. Vient ensuite un deuxième cas, je vais aller très vite, je vais me mettre à courir comme un sportif, j'imagine, pour vous parler de la mort de Venise un petit peu. Donc cette fois, la polémique est liée à un autre sport qui n'est pas la batte, mais qui est l'art de la pêche. Et c'est ce décalage humoristique que j'aimerais mettre en valeur. Donc, La mort de Venise, c'est un texte qui est né dont la rédaction est née de l'actualité littéraire et d'une polémique littéraire avec un romancier qui s'appelle Hugues Rebel. Hugues Rebel a en effet publié un roman qui s'appelle L'Anichina, mémoire inédit de Lorenzo Vendramine, et il l'a dédié à Barrès. Je vous cite la dédicace que vous voyez mal. En reconnaissance de ces merveilleuses pages sur la Venise de Tiepolo, ses mémoires sur une Venise plus ancienne, mais également odieuse aux professeurs d'esthétique et de morale protestants, Hugues Rebel, Mantoue, d'Andrea Mantegna, avril 1896. L'hommage fait allusion au romancier d'un homme libre qui avait inscrit la polémique donc, contre deux professeurs d'esthétique au sein de ses chapitres italiens, Taine et Ruskin. Si Barrès réagit à la dédicace de Rebel, c'est que la Neschina lui renvoie une forme très immorale de sa Venise romanesque. Le roman raconte en effet l'histoire d'une courtisane et les débauches de moines paillards dans la Renaissance du XVIe siècle. Barrès décide donc de publier une lettre ouverte à Hugues Rebel, et c'est à partir de cette lettre ouverte qu'il va ensuite écrire sa promenade dans la lagune vénitienne. Donc le récit de voyage s'inscrit dans cette polémique littéraire. À Hugues Rebel, Venise, mon cher Rebel, est extrêmement favorable à la production littéraire. Cette année, elle vient encore de collaborer à 2 beaux livres, à votre Nichina et à La flamme et l'ombre de Léon Daudet. Donc Barrès va inscrire son récit de voyage dans cette structure polémique, et cette fois il y a une raison esthétique, puisqu'il reproche à Rebel l'immoralité de sa plume. Je vais plus vite, donc je passe, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il dit du roman de Rebel « Votre livre est une pivoine odorante poussée sur les tombeaux des belles promeneuses de Murano et des ruffians disciples de l'arétin. » Donc on retrouve l'arétin, et il faut supposer que Hugues Rebel avait bien décelé le jeu implicite qu'il y avait dans un homme libre. Donc je vais un peu plus vite, mais il dit aussi « Je voudrais dans la suite de cette lettre vous exposer, mon cher Rebel, que j'y trouverai dorénavant. Vous avez des droits sur les images qu'on pêchera dans cette fiévreuse lagune. » C'est-à-dire, je suis allée un peu vite, excusez-moi, qu'il va opposer à la Venise de débauche et de splendeur qu'a peint Rebel dans son roman, une Venise qui est du côté de la mort et de la vanité. En dépit de la réserve affichée à l'égard du roman de son cadet, Barrès écrit à Maurras pour connaître la réaction de Rebel. Rebel a-t-il été content de ma lettre sur Venise ? Et ce dernier lui répond « Rebel m'a paru enchanté ». Donc cet échange est le signe que Barrès a conscience que sa lettre ouverte polémique, qui n'a pas la virulence d'un erratage, sert le lancement du roman.
L'écrivain atténue d'ailleurs beaucoup de ses pics dans la suite de l'écriture de la mort de Venise, et notamment il y a pas mal de pics contre Ruskin et Taine qui montrent bien qu'il rend aussi hommage à son disciple. Malgré ce caractère agonistique de la création, l'éthos que l'écrivain se crée dans son récit vénitien est celui d'un sportif bien peu combatif, le pêcheur. Alors peut-être parce que je n'ai jamais fait de pêche, mais ça ne m'apparaît pas un sport de combat. Sauf peut-être à un moment d'assommer les maquereaux. J'ai vu une scène, mais je ne voudrais pas faire comme le narrateur de Proust, effrayé par la mort des poulets. Donc les images qu'on pêchera dans cette fiévreuse lagune, écrit-il. Ce faisant, Barrès détourne avec humour la formule célèbre que Chateaubriand inscrit dans la préface d'Itinéraire de Paris à Jérusalem. « J'irai chercher des images, voilà tout ». À l'écrivain romantique qui puise dans l'imaginaire du chevalier et du croisé pour se construire une figure glorieuse et inscrire la création dans un scénario courtois, Barrès répond par l'image du pêcheur. On mesure la différence de l'éthos barrésien avec la représentation d'un écrivain en combattant si on songe que bien des années plus tard, Suarez intitulera son récit italien « Le voyage du condottiere ». Par l'exemple de la mort de Venise, on voit ainsi comment une polémique littéraire, née d'une parution, sert de moteur à la rédaction. Le roman d'un mauvais disciple crée une réaction du maître qui cherche à réaffirmer ses différences, son esthétique et son art, tout en servant le lancement du roman. De nouveau, à ce premier temps de polémique ouverte avec un contemporain, succède un second temps où, lors de la réécriture des articles, l'écrivain efface toutes les marques explicites du dialogue avec Rebelle. La querelle littéraire disparaît de la surface du texte, devient allusive, et c'est au chercheur d'aller la repêcher dans les avant-textes en remontant le fil du temps. Enfin, dernier exemple, où je vais aller très vite, en Égypte, jouer à saute-mouton avec ses confrères. En effet, 10 ans plus tard, en 1907, le voyage en Égypte présente un autre décalage avec la représentation de l'écrivain en lutteur, tout en donnant de nouveau à lire le rôle de l'émulation professionnelle dans la création littéraire de Barrès. Le récit de voyage est resté inachevé, on a simplement 8 cahiers de brouillon, on a 8 cahiers de notes, on a un dossier de brouillon qui comporte au moins une phase de rédaction et un début de documentation. Or, dans cette première page, sur la première page du cahier d'Égypte, on peut lire, c'est en bas, le bateau qui m'emporte porte un certain nombre de confrères qui vont décrire l'Égypte. Voici le grand Jules Huret, dont je parlais en introduction, qui parcourut et questionna toute l'Amérique et l'Allemagne, Paul Adam. C'est un match professionnel, c'est le jeu de saute-mouton, et je dois franchir chacun d'eux en leur donnant une claque sur la fesse. L'écrivain procède à une double métaphore. Il associe la création à un match professionnel et ce match au jeu de saute-mouton. Il détourne ainsi avec humour le topos de la guerre littéraire par le jeu d'enfant. Le détournement est d'autant plus sensible qu'est présent Jules Huret, le journaliste qui avait mis au cœur de l'enquête sur l'évolution littéraire la vision de lutte darwinienne. Si Barrès se représente en enfant joueur, la claque sur les fesses évoque le rapport agonistique des écrivains entre eux, mais aussi la malice de l'enfant qui détourne les règles du jeu. Dans un manuel consacré au jeu de collège, les pères jésuites rappellent que la claque est une dérive fréquente du jeu de saute-mouton contre laquelle il faut lutter. Il faut empêcher de forcer trop loin, de donner des claques, des éperons. Il y a plus d'un inconvénient. Cette atmosphère de cours de récréation rappelle aussi certains passages que l'on trouve lorsque Barrès retourne à la Chambre des députés en 1906. Le jeu de saute-mouton traduit l'esprit ludique et polémique qui animera la plume de Barrès au moment de prendre ses notes de voyage. Et en effet, il remplit 8 cahiers de notes, ce qui est énorme par rapport à d'autres voyages qu'il a accomplis.
La traversée fut en effet un événement qui réunit un nombre considérable de journalistes et de personnalités politiques, françaises et belges, qui devaient rendre compte de la création de la ville d'Héliopolis. Donc je n'ai pas le temps de tout lire, mais dans la liste, vous voyez beaucoup de journalistes, Jules Huret pour Le Figaro, Verdier pour l'Éclair, Casella pour l'Auto, l'éditeur Pierre Lafitte, etc. Ce qui est intéressant, c'est que Barrès, finalement, est un cas à part. D'abord, il est académicien, et c'est le seul à ne pas avoir été engagé par un journal au moment de son départ, puisqu'il profite à la dernière minute d'un billet que son ami Henri de Verneville lui fournit. Or, pour Barrès, cette fois, la compétition est bien esthétique. Je passe un petit peu sur les notions esthétiques. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle commence vraiment au moment du bateau. Et moi, je pensais que ça, on ne peut pas s'en rendre compte en lisant mes cahiers, la transcription dans mes cahiers. Il faut vraiment aller voir le dossier de Brouillon, où on voit qu'il y a des coupures d'une revue de bord, où chaque écrivain devait, pour la revue maritime, écrire un texte qui a été publié au moment même du voyage. Donc vous voyez un texte de Barrès, et puis un poème très différent, donc que je n'ai pas encore trouvé qui était l'auteur, qui lui fait la gloire du bateau et de la modernité du bateau. Donc je vais conclure. Par l'exemple du voyage en Égypte, on observe de nouveau à quel point le dialogue polémique est lié au milieu journalistique et sert d'amorce à la rédaction. Pour l'écrivain de 52 ans, il s'agit d'une émulation bon enfant plutôt qu'à un match darwinien. D'ailleurs, dans le dossier de Genèse, on peut penser, d'après le dossier de Genèse, on peut penser que cette belle métaphore du match professionnel comparé à un jeu de moutons ne serait pas restée. En effet, vous voyez, le cahier que je vous avais montré, on voyait que sur la première page était coupé et qu'il y avait un morceau avant. Et en effet, Barrès a découpé ce qu'il utilisera pour sa préface et il a laissé donc cette métaphore peut-être trop ouverte de guerre littéraire dans son cahier. Donc si la littérature a été un sport de combat pour Barrès, au début c'était parce qu'il utilisait le duel à des fins de notoriété publicitaire. Puis ensuite, je vous ai montré la tension entre une représentation de l'écrivain où l'écrivain prend ses distances avec un ethos de combattant et le fonctionnement de l'écriture profondément polémique. Cette critique ou cette mise à distance d'une vision darwinienne du monde des lettres correspond plus largement à une vision de Barrès du monde. Et je vous ai mis une dernière citation. La vie n'est pas un match, il ne s'agit pas d'être le premier. Nous formons à nous tous une sorte de verger où le pommier doit donner des pommes, des mirabiliers, des mirabelles, enfin chaque arbre son fruit. Nous avons à être pleinement et paisiblement ce pourquoi nous sommes nés. La plupart du temps, les grands hommes sont des êtres qui ont largement, aisément exercé leurs aptitudes, et la vue de leur formation doit nous communiquer cette sorte de santé, de courage à être nous-mêmes, cette persévérance qui est la condition du succès. Et Barrès continue en disant qu'il n'est pas un combattant, mais il est du côté de l'entraîneur, de l'excitateur d'énergie. Je vous remercie de votre attention. Eh bien, merci de ce bel exposé. Vous nous avez montré beaucoup du fond de la Bibliothèque nationale, et je disais qu'il est extrêmement riche et qu'il y a beaucoup à exploiter. Je crois que le chemin que vous avez suivi, c'est très juste, depuis ces réclames. Alors, si j'ai bien compris, il y a finalement 3 duels de Barrès, c'est ça finalement je les ai mis en rouge. 3 duels qui ont effectivement eu lieu, c'est ça? Oui, je crois. Et bon, il a été témoin dans d'autres, mais... oui, 2 duels. Que je citais, qui est chez Ferréus, avec le journaliste de l'Est républicain. Et ils sont en effet en début de carrière.
Et puis alors vous avez bien montré comment la transition se faisait vers cet effacement de la dimension agonistique, qui est un schéma qu'on pourrait trouver chez d'autres écrivains. Écrire, c'est d'abord écrire contre, et puis la dimension compétitive et agonistique est effacée pour une position plus affirmative. Enfin, c'est un jeu entre le non et le oui, quoi. Et au départ, le non, et puis c'est ensuite l'affirmation du oui. Et on le voit bien dans ce que vous avez montré de Barrès. Et je crois que les trois exemples sont intéressants, parce que le dernier c'est un refus ironique de ce jeu de rivalité avec ces journalistes que de toute façon ils jugent d'assez haut à ce moment-là. Alors que les premiers cas que vous avez cités, notamment dans cette revue, la Batte, il y a encore partie prenante de la polémique. J'étais amusé parce qu'on revoyait dans l'article hostile au boulangisme, on retrouvait la série Séverine, Mermex, La Bruyère que je citais tout à l'heure, et ça montrait bien comment ils avaient d'abord été amis avant de se battre en duel l'année suivante et de polémiquer l'année suivante. Ce qui aussi confirme combien ces batailles se font entre d'anciens amis, d'anciens proches. Et on le voyait bien dans cet exposé. Bon, il y a plusieurs livres qu'il faut que j'aille voir. J'étais intéressé aussi de voir la table des matières des écrivains de combat de Billy, 1931, parce qu'elle commençait en effet avec Courrier, qui pour moi est vraiment le patron. Mais l'approche de Billy est vraiment très politique. Oui. C'est écrivain, mais... Et puis ça se termine, ça allait de Courrier à Barrès, oui, en passant par beaucoup de ceux qu'on a pu évoquer, hein, comme les patrons de ce combat. Oui, ils sont tous politiques, mais enfin ils sont inséparablement littéraires, jusqu'à Péguy et Barrès. Oui, mais il cite aussi Clémenceau, Rochefort. Oui, il inclut les journalistes qui se sont beaucoup battus. Et c'est un ouvrage qui est aussi une anthologie, et dans les extraits qu'il choisit... C'est une anthologie. C'est les deux. Oui. Et dans les extraits qu'il choisit, il choisit les textes les plus politiques. Et ça montre bien aussi comment ce corpus était un corpus canonique dans l'entre-deux-guerres. Alors que, bon, on l'a dit, des écrivains comme Courrier ont complètement disparu. Et ce qui est intéressant dans l'introduction de Billy, c'est que pour lui, donc c'est publié en 1931, finalement les surréalistes, ce n'est pas une guerre littéraire. Le monde contemporain est devenu fade et, par rapport aux guerres qu'il y avait au XIXe siècle. Il n'y a pas de contemporain. Non, pour lui, toutes les guerres littéraires contemporaines ne sont pas vraiment des guerres. Ils ne sont pas à la hauteur de Péguy ou de Barrès. Ou n'ont pas leur violence. Et alors, j'étais aussi intéressé par la classification, parce que moi je ne suis pas allé jusque-là dans ce que j'ai fait, de Huré entre il y a les acides et pointus et boxeurs et savatiers. Et il y a en effet une différence qui est faite entre la pointe et bon, à ce moment-là, c'est le triomphe de la boxe, et la savate, c'est la boxe française. Et alors là, c'est là que la liste était la plus longue. Oui, et bon, je n'ai pas eu le temps de le montrer, mais il y a des lettres de Barrès où justement Vaumécourt, alors c'est un noble, et là c'est pour une raison personnelle que le duel a lieu, mais il ne veut pas se battre avec Barrès pour ne pas déroger à son statut de noble. Et du coup, à la place, il lui propose la boxe, la canne,
Et Barès est très en colère. Et donc la boxe est vue comme un sport dégradant pour se battre. Oui. Par rapport à... Oui, donc c'est intéressant que Huré retienne cette entrée, la boxe aussi, du coup. Oui. Pourquoi il n'a pas mis l'escrime? Pourquoi je me suis... Oui, parce que la boxe a assez largement remplacé l'escrime comme référence déjà à la fin du siècle. Oui, mais c'est une référence péjorative pour certains. C'est une référence, oui. Barès vraiment n'apprécie pas... Oui, surtout associé à la savate. Oui. Et à la canne. Et à la canne. Écoutez, merci pour cet exposé.